Cela a été dit plusieurs fois, nous nous retrouvons encore une fois cette année, selon nos coutumes, pour la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux au sein de notre grande famille des TIC. La cérémonie de ce jour, c'est la 4e, effectivement, depuis mon arrivée à la tête de ce département. Et croyez-moi, c'est chaque fois avec une grande joie et beaucoup d'émotion que je me retrouve parmi vous pour partager ces moments de convivialité et de fraternité. Je voudrais remercier très sincèrement chacun de vous pour l'opportunité que vous m'offrez de communier et d'échanger avec vous, mais également remercier tous ceux qui sont intervenus avant moi pour les mots aimables prononcés à mon endroit. Qu'il me soit permis de saluer la présence remarquable et distinguée des premiers responsables des structures sous tutelle du ministère de la Poste et des TIC, ainsi que celle des présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux du secteur des TIC, mais notamment la présence des directeurs généraux des opérateurs privés, des acteurs privés de notre secteur, qui, comme chacun le sait, occupe une place essentielle dans la marche de notre secteur, celui des TIC. Je voudrais saisir cette opportunité pour vous dire une fois encore toute ma satisfaction et ma sincère gratitude pour le travail colossal, cela a été dit dans pratiquement tous vos discours, le travail colossal qui a été abattu depuis quelques années. Et vous félicitez tous pour les résultats et les évolutions très appréciables qui ont été notées au cours de l'année 2014. À chacune et à chacun, je voudrais souhaiter mes vœux de bonheur, de santé, de succès, de prospérité pour 2015. Que cette nouvelle année soit pour vous une année d'accomplissement, tant au plan professionnel qu'au plan personnel ou familial. Ce qui nous réunit aujourd'hui en ce lieu est plus qu'une simple rencontre ou cérémonie de réjouissance. Il s'agit pour notre grande famille, celle de la Poste et celle des TIC, de faire un bilan aussi, une rétrospective par rapport aux engagements que nous avons pris en début d'année, aussi bien vis-à-vis de l'État de Côte d'Ivoire que des populations ivoiriennes dans leur ensemble. Évidemment, nous en profitons chaque fois pour nous projeter un peu dans l'avenir et nous accorder sur les choix les plus importants pour les 12 prochains mois. Je vais faire juste un tout petit rappel de notre activité entre 2011 et 2013 et mentionner les éléments ou les actions qui me paraissent avoir été les plus structurantes. Il s'agit notamment de l'introduction sur le marché ivoirien des services de téléphonie mobile de 3e génération, donc la 3G, par rapport à laquelle la Côte d'Ivoire avait pris un retard, vous le savez, très important. Il s'agit de l'introduction de TIC dans le système éducatif. Il s'agit de l'élaboration et la mise en œuvre de l'ordonnance fixant le cadre général de fonctionnement du marché et des acteurs de services du secteur des télécommunications TIC. Il s'agit de l'élaboration et de l'adoption par le Parlement ivoirien des textes de loi, dont un nouveau code postal, une loi sur la protection des données à caractère personnel, une loi sur le commerce électronique, une loi sur la lutte contre la cybercriminalité, etc. Tout cela, évidemment, dans le but d'assurer une gouvernance plus efficace des activités qui relèvent de notre département. Cette période 2012-2013 a également vu le lancement et le déploiement de réseaux de télécommunications en fibre optique, le fameux backbone national qui est toujours en cours de construction, le lancement et le développement d'un projet de gouvernance électronique IGOUV qui se poursuit, l'ouverture de l'ESATIC, on en a beaucoup parlé tout à l'heure, l'école panafricaine d'excellence du secteur des TIC, l'identification des abonnés aux services de télécommunications. Chacun aujourd'hui voit de plus en plus l'intérêt pour nous d'avoir fait cette opération-là. Vous avez tous en mémoire
l'image extrêmement noircie de notre pays par rapport aux nombreux actes de cybercriminalité il y a quelques années. Aujourd'hui, on peut voir que même quand on en parle encore, c'est dans un contexte différent, puisque quand on en parle aujourd'hui, c'est avec des photos, c'est avec des noms. Ça veut dire que la donne a changé. Et les lois que nous avons mises en place, plus les autres dispositions, notamment le renforcement de la PLCC, notamment l'activation de CICERT à l'intérieur de la RTCI, la bonne collaboration avec la DITT, du ministère en charge de l'Intérieur, la bonne collaboration avec les maisons de transfert d'argent, les dispositions que nous avons prises, qui sont aujourd'hui dans la loi, nous pouvons estimer qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, nous avons l'environnement qui permet d'être efficace en matière de lutte contre la cybercriminalité. Ça a été un travail long, difficile, mais je suis très heureux aujourd'hui de voir que ce travail a abouti. Et même quand je lis dans la presse des articles, des faits divers qui contiennent des faits de cybercriminalité, je ne suis plus inquiet. Il y a quelques années, nous étions inquiets, mais aujourd'hui, je ne suis plus inquiet parce que c'est cela que nous voulions. Aujourd'hui, le fait de mettre des visages, le fait de mettre des noms, va progressivement sensibiliser nos jeunes et fera qu'ils abandonneront progressivement, je l'espère, cette activité-là. Au cours de l'année 2014, pour en parler rapidement, nous avons surtout travaillé à la consolidation des acquis et réalisé les actions suivantes. Je vais me contenter de vous en présenter quelques-unes parce que c'était extrêmement long. Tout à l'heure, maître de cérémonie m'a fait le reproche très amicalement d'être arrivé avec 22 minutes de retard, c'est bien cela. 22 minutes de retard. Il faut savoir que jusqu'à la dernière minute, nous continuons à mettre des choses parce que nous-mêmes ne disposons pas d'un fichier à jour et tenu en temps réel de l'ensemble des activités qui sont réalisées par notre ministère. Il y en a beaucoup, nous travaillons sur un grand nombre de sujets. En 2014, au niveau de la gouvernance du secteur, j'en parlais tout à l'heure, nous avons eu la loi, donc la loi du 21 mars 2012, qui est devenue de plus en plus fonctionnelle avec la prise en compte de cette évolution, notamment dans la rédaction de décrets et d'arrêtés d'application. Parce qu'une chose est de prendre une loi et une autre est d'arriver à la mettre en œuvre effectivement, et 2014 a notamment servi à cela. Nous avons travaillé sur toutes les lois dont j'ai parlé tout à l'heure, que je ne peux répéter. Et ces lois, je dois dire, ont été complétées au niveau de la loi qui régit le secteur aujourd'hui, donc la loi du 21 mars 2012, par les cahiers des charges des opérateurs de téléphonie. Aujourd'hui, donc, ces cahiers des charges complètent, j'allais dire, très efficacement le dispositif qui démarre avec l'adoption de la loi et la mise en place de la loi. Nous avons également défini les conditions de fourniture de services qui sont nouveaux en Côte d'Ivoire, notamment les services de prestation de cryptologie, les services qui sont liés à la protection des données à caractère personnel et d'autres services de ce type-là. La conservation des preuves, par exemple, numériques, la signature sous forme électronique, etc., etc. Nous avons travaillé à la mise en place d'un schéma de consolidation du secteur de la téléphonie mobile. Ce travail, dans notre entendement, va consister principalement à réduire, et là je le dis formellement, à réduire à 4 le nombre d'opérateurs de téléphonie mobile en Côte d'Ivoire. C'est ce qui va être fait, à moins que, dans les prochaines semaines, tous les opérateurs qui ne sont pas à jour de leurs engagements se mettent à jour. Nous l'avons dit à plusieurs reprises, nous avons sensibilisé, je pense, et nous sommes allés jusqu'au bout de ce qu'il était possible de faire en termes de sensibilisation. Aujourd'hui, nous sommes au terme de la phase amiable, si je peux l'appeler comme ça, et nous allons donc commencer à appliquer strictement notre dispositif légal et réglementaire. Donc, certains ne pensent pas que c'est fait contre tel ou tel. Il faut juste que nous jouions, nous, État, notre rôle d'État. L'État doit s'assurer notamment que tous les acteurs
qui sont sur un marché donné, notamment ici le marché de la téléphonie mobile, sont sur un pied d'égalité. Donc comment on peut accepter que certains s'acquittent régulièrement des contreparties de leur licence et que d'autres ne le fassent pas? Comment accepter que certains encaissent l'interco, puisque c'est celui qui émet l'appel qui encaisse l'interco et ne le reverse pas aux autres opérateurs? Comment accepter que certains opérateurs soient à peine à 10-20% de leurs engagements au titre de leur cahier des charges? En acceptant tout cela, nous ne sommes plus sur un marché égalitaire. Nous ne sommes plus sur un marché qui, pour sa bonne marche, a besoin de régulation. Et une régulation, c'est déjà commencer par mettre tous les acteurs sur un pied d'égalité. Et puis, il faut savoir que le fait d'avoir aujourd'hui cet opérateur a une incidence sur la qualité de service qui est fournie par nos populations. Les Ivoiriens, de temps en temps, nous les entendons se plaignent, continuer de se plaindre. Mais il faut savoir que dans notre pays, malheureusement, 4 opérateurs qui concentrent 50% du spectre ne couvrent que 5% du marché. Ça pose un problème. Ça pose un problème technique réel auquel nous avons le devoir d'apporter une réponse claire et franche. Donc notre recommandation, elle a déjà été faite à tous. Si un accord n'est pas trouvé dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, entre les opérateurs qui se connaissent, je n'ai pas besoin de les citer ici, qui se connaissent, ben, nous appliquerons tout simplement les dispositions que nous permettent notre loi, nos lois et nos règles dans le secteur. En le faisant, nous allons donner plus de valeur à notre secteur. Parce que les opérateurs qui vont rester, forcément, auront plus d'assurance d'exercer leur activité dans un marché qui est réellement concurrentiel, qui est réellement équilibré et dans lequel certains ne jouent pas un faux jeu ou ne bénéficient pas indûment de certaines dispositions. Cela va permettre également à notre pays de tirer plus de ressources de ces secteurs. Parce que, malheureusement, ceux dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont défaillants, aujourd'hui n'apportent pratiquement plus de ressources, y compris en termes de fiscalité, au pays. Il est évident qu'en permettant aux acteurs qui, eux, sont en bonne santé, de couvrir les marchés que les autres couvrent aujourd'hui, mais sans contrepartie, nous donnons la possibilité donc, à notre pays de concentrer plus de ressources. Donc notre ambition, c'est vraiment d'avoir un marché qui est plus dynamique, un marché qui est plus clair, un marché qui est plus lisible pour tous les acteurs et un marché dans lequel l'État lui-même se retrouve plus facilement. Deuxièmement, je voudrais signaler les projets d'infrastructure et mentionner notamment le démarrage des travaux d'aménagement de la zone franche de Grand Bassam. Les conditions ont été réunies, cela a été extrêmement difficile aussi parce que pendant 2 ans, le DG y a travaillé très fortement, le DG Philippe Ango y a travaillé très fortement, et je voudrais le remercier à nouveau ici, après l'avoir déjà fait sur le site de Vitib en présence du Premier ministre. Je voudrais le féliciter, lui et ses équipes, pour le travail appréciable qui a permis aujourd'hui de faire démarrer ces travaux-là. Nous avons lancé également le CDMA, qui est destiné à pallier les déficits d'accessibilité aux services DIC dans un certain nombre de régions, dans des zones rurales, mais également dans certaines zones urbaines. Ce réseau aujourd'hui dessert 1000 localités de notre pays. La dernière cérémonie officielle de remise des kits à l'administration se fera, je crois, semaine prochaine, cette semaine même, et cela va permettre ensuite d'équiper donc toute l'administration. Notre ambition, c'est de faire en sorte que toute l'administration ivoirienne dispose assez rapidement d'outils de communication efficaces. Qu'un sous-préfet n'ait pas à faire 80 km pour aller récupérer un fax. Qu'un sous-préfet n'ait aucun accès, et même certains préfets n'ont absolument aucun accès à l'Internet, ne peuvent même pas recevoir un mail. On ne peut pas avoir une administration efficace dans ces conditions-là. Et on ne peut pas prétendre à l'émergence si notre administration, qui est la cheville ouvrière de l'État, n'est pas dans des conditions de fonctionnement minimales. Et c'est pour cela que nous avons tenu absolument
à mettre en œuvre ce projet qui va se poursuivre sous d'autres angles, notamment avec l'équipement en moyens informatiques de notre administration, et faire en sorte que partout nous ayons des connexions à Internet à des débits qui sont relativement satisfaisants. Nous avons continué en 2014 la construction des réseaux en fibre optique qui avaient démarré en 2012 et en 2013. Ces réseaux ont pris du retard, mais j'allais dire que nous sommes très à l'aise avec ces retards parce que c'est des retards liés à des non-conformités qui ont été notées sur les réseaux qui avaient déjà, une partie des réseaux qui avaient déjà été construites. Donc nous sommes en train de reprendre tout cela. Cela nous a valu d'importants échanges, d'importantes discussions avec les constructeurs concernés. Nous sommes aujourd'hui arrivés à un accord. Cela est en train de se mettre en œuvre. Et notre objectif est, dès ce premier trimestre 2015, de commencer, tronçon par tronçon, à mettre en service cette fibre optique. Nous avons également, dans la perspective de l'optimisation des flux Internet, mis en place le point d'échange Internet, à côté duquel nous avons commencé à activer un banc d'essai pour la migration de l'IPv4 vers l'IPv6. Compte tenu de la saturation que notre pays et que le monde même, le monde entier connaît en matière d'utilisation des nombres d'adresses, nous n'avions pas d'autre choix que de faire cette évolution vers l'IPv6, ce qui est en train de se faire. Au niveau de la gouvernance électronique de l'État, nous avons poursuivi nos travaux. Après la messagerie électronique, la mise en œuvre de l'application e-conseil, nous avons poursuivi l'amélioration du travail collaboratif des services concernés. 2014 a vu la fin des travaux de développement et de mise en test d'un nouveau module applicatif qui s'appelle l'e-cabinet, qui permettra de dématérialiser les flux transactionnels au niveau des cabinets ministériels et au niveau de la communication entre les ministères. Pour le dire en plus simple pour tout le monde, cela va permettre d'éviter toute la paperasserie aujourd'hui qui circule entre les ministères. Permettre aux ministères d'échanger en flux numérique. Cela facilite la conservation, cela facilite évidemment l'échange, cela facilite également le suivi des courriers, et cela évidemment met plus de performance dans l'activité des structures qui vont être concernées. Nous poursuivons les projets e-éducation et comme vous le savez, après les universités de Cocody, Abobo, Boaké, qui sont déjà interconnectées et équipées de solutions de téléenseignement, dotées de couverture Wi-Fi, nous avons démarré l'équipement des nouvelles universités de Korogo et de Galois. Cela va s'étendre également à l'INPHB à Yamoussoukro. Je dois dire à ce niveau aussi que nous entendons des critiques. Ce sont des critiques, j'allais dire, fondées, probablement, mais ce sont des critiques qui ne devraient pas nous concerner directement. Parce que les défaillances qui sont notées dans le fonctionnement de ces équipements, qui sont déjà installés sur les premiers sites que j'ai mentionnés tout à l'heure, ces défaillances, malheureusement, pour ceux qui font ces critiques, ne dépendent pas, ne sont pas liées, en tout cas, à nous, ministère de la Poste et des TIC. Le ministère de la Poste et des TIC a fait son travail, a construit ce qui devait être fait, a mis à disposition des équipements et il revient à ceux qui aujourd'hui ont la gestion de ces équipements d'assurer leur bonne gestion. Je ne vais pas me mettre ici à faire des critiques sur mes collègues, mais je le dis pour que, le cas échéant, cette information-là soit entendue par ceux qui ont besoin d'entendre. Nous avons fait notre travail, il faut que les autres fassent le leur pour permettre que ces équipements, qui aujourd'hui fonctionnent bien, que ces équipements servent complètement. Concernant le secteur postal, la société La Poste de Côte d'Ivoire, d'une manière générale, je voudrais dire que là aussi les textes qui devaient être pris ont été pris. Ils ont été élaborés puisque nous avons un nouveau code postal. Nous avons fait en sorte d'adopter un plan de redressement et de relance
de l'activité de la Poste de Côte d'Ivoire. Nous avons pu voir fin 2013 que la Poste a commencé à rééquilibrer son bilan et son exploitation. Cela, premièrement, en raison des efforts importants qui ont été faits par l'État de Côte d'Ivoire, donc qui a accepté d'accompagner ce plan en abandonnant un certain nombre de créances sur la structure de la Poste de Côte d'Ivoire, donc des dettes fiscales, des dettes mandats qui ont été prises en charge par l'État, des dettes sociales, des dettes même qui résultaient de fournitures de services extérieurs ont été prises en charge par l'État. Mais ce sur quoi nous comptons le plus, et cela a été dit dans les propos avant moi, c'est les nouveaux services qui sont mis en œuvre. Ces nouveaux services, c'est pour nous le cœur de la relance de l'activité de la Poste de Côte d'Ivoire. J'ai cru entendre dans le plaidoyer du secrétaire général du Sinapostel qu'il fallait accroître le soutien de l'État. Je dois dire que nous ne sommes pas du tout dans cette vision des choses. Notre ambition, c'est de faire en sorte que la Poste de Côte d'Ivoire, en tant que structure, rééquilibre ses comptes, soit capable de payer ses charges, et voire même qu'elle soit capable de créer de la rentabilité. Et cela est tout à fait possible dans l'environnement ivoirien. Nous avons observé ce qui se fait ailleurs, pas seulement dans les pays européens, mais même dans certains pays africains. Et je peux vous assurer que nous pouvons, effectivement, en Côte d'Ivoire, avoir une activité postale qui équilibre son exploitation et qui dégage des résultats bénéficiaires. Cela a commencé avec le courrier hybride que nous avons visité il y a quelques mois au centre de tri postal de Vridi. Cela a commencé avec le site de commerce électronique Sandichop, qui aujourd'hui est fonctionnel, mais qui a besoin évidemment de ressources pour être plus connu et pour être plus actif. Nous avons besoin de mettre en place là aussi une plateforme logistique. Nous sommes conscients de cela et nous y travaillons. Nous avons besoin de lancer et de dynamiser l'activité Poste Express, Aramex, qui a été lancée il y a quelques jours. Et tout à l'heure, il a été évoqué des services comme les services d'établissement de pièces administratives, de documents administratifs à distance. Nous avons évoqué la machine à franchir. Et j'allais dire que nous ne sommes qu'au début. Il y a le projet d'adressage de la ville d'Abidjan et même des grandes villes de notre pays. Et ce projet d'adressage, une fois achevé, va permettre évidemment la distribution à domicile. Et puis, comme vous le savez, aujourd'hui, dans le monde entier, ce qui a redonné de la vigueur à l'activité de la Poste, c'est le colis. C'est le colis, et cela va se faire en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est sur la même planète que tous ces autres pays, et donc il n'y a pas de raison que nos évolutions soient différentes des autres. Le commerce électronique va se développer, mais comme chacun le sait, on peut visualiser un objet sur un ordinateur, on peut l'acheter sur un ordinateur, on peut le payer sur un ordinateur, mais à la fin, on ne peut pas vous le donner par ordinateur. Donc il faut bien que quelqu'un se déplace pour venir vous le donner, et cette activité va s'accroître. Et nous avons bon espoir que la Poste de Côte d'Ivoire prendra sa place entièrement dans cette activité de distribution de colis. Au chapitre de la formation et du développement d'une expertise nationale en matière de TIC, on peut noter que notre jeune école des ATIC, qui en est à sa 3e promotion, a fait d'importants progrès. Je dois dire que les partenariats qui ont été établis avec un certain nombre d'acteurs importants dans notre secteur ont permis à les ATIC aujourd'hui d'enrichir ces curricula, premièrement, et de disposer dans des conditions très favorables d'équipements de laboratoire, donc qui permettent de donner aux étudiants une formation plus pratique, donc de faire en sorte qu'ils soient mieux adaptés au marché une fois qu'ils sortiront de l'école. Les actions qui ont été menées en 2014, je dois dire, nous rassurent sur les capacités de cette grande école à apporter à notre secteur l'expertise et les capacités humaines dont il aura besoin pour continuer à se développer dans les prochaines décennies. Parlant de l'ESATIC, je peux difficilement ne pas mentionner, même si cela a été déjà fait avant, la reconnaissance internationale qui est venue de l'UIT, qui a attribué à notre pays, via l'ESATIC, le label de Centre d'excellence pour l'Afrique
en matière de cybersécurité. Il y en a 2 en Afrique, c'est la Côte d'Ivoire et le Rwanda. Et en nombre de centres d'excellence, la Côte d'Ivoire et le Rwanda en matière de cybersécurité. Évidemment, il y a d'autres centres qui traitent d'autres matières. Au niveau de nos relations internationales, je vais évoquer quelques actions qui paraissent importantes. C'est le rôle remarquable que notre pays continue de jouer au niveau de l'UIT. En 2014, nous avons vu la confirmation des fonctions qui étaient précédemment attribuées à notre pays au sein du comité de radiocommunication de l'UIT, à travers la réélection de notre compatriote Kofi Simon, qui est collaborateur de la RTCI. Nous avons reçu en visite officielle ici même le secrétaire général de l'UIT, M. Amadoun Touré, et qui nous a fait par ailleurs l'honneur à plusieurs reprises de nous recevoir à son siège, au siège de l'UIT à Genève, ou à l'occasion d'événements internationaux. Et restons à ce qui vient d'être présenté et essayons de nous projeter maintenant en 2015. En 2015, l'objectif que nous nous fixons, ce sera déjà de consolider tout ce qui est en train d'être fait, toutes les voies qui ont été ouvertes et qui restent à finaliser. Notre travail n'est pas fini. Notre travail n'est pas fini et je voudrais que chacun continue de se dire qu'il faut qu'il s'accroche. Il faut qu'il s'accroche. Notre travail ne finira pas. Il est loin d'être fini. Et même si nous finissons ce qui est prévu, il y aura d'autres choses, parce que notre secteur évolue très vite. Mais avant de commencer à dire les quelques grandes pistes que nous ouvrirons en 2015, je voudrais, et là c'est mon message personnel que j'adresse à chacun, à chacune de vous. Ces résultats que j'ai qualifiés tout à l'heure de remarquables, c'est le vôtre. C'est le vôtre, ce n'est pas le mien. Donc je voudrais, moi seul, vous applaudir. J'aurais voulu moi seul vous applaudir, mais bon. Merci de m'avoir accompagné dans les applaudissements qui vous sont décernés à vous-même. Ce bilan, effectivement, il est satisfaisant. C'est nous tous qui l'avons réalisé. Mais il ne doit pas nous pousser au relâchement. Il doit, au contraire, nous amener à continuer à faire encore plus et mieux pour notre pays et pour nos populations. En 2015, nous allons poursuivre le projet de gouvernance électronique de l'État avec l'archivage électronique, l'amplification des projets sectoriels e-éducation, e-santé, e-finance, e-agriculture pour les plus prioritaires. Le portail des démarches administratives dont je parlais tout à l'heure devrait être mis à disposition des populations et nous devrons être en mesure de lancer les premiers e-services. Donc voilà, la feuille de route elle est donnée à ceux qui sont concernés par cet aspect-là. Nous devrons achever et mettre en service les 2 premières tranches du projet de construction du backbone national en fibre optique et nous devrons engager dans les prochaines semaines la 3e phase des 5000 km restants. Nous attendions que les fêtes passent pour ne pas perturber le calendrier et le processus d'appel d'offres. Les fêtes aujourd'hui sont passées, donc il faut immédiatement engager les opérations relatives à cette 3e phase. Nous allons finaliser, je l'ai dit tout à l'heure, la consolidation du marché de la téléphonie mobile en vue d'offrir des services de meilleure qualité à nos concitoyens tout en assurant le meilleur développement, le développement le plus efficace possible du secteur de la téléphonie. Bien entendu, nous engagerons dans le respect des lois et règlements de notre pays les négociations relativement à la mise en œuvre de ce processus de consolidation. Dans le même temps, nous allons lancer le processus de négociation en vue du renouvellement des licences des opérateurs mobiles. Nous allons finaliser, nous avons finalisé et nous allons lancer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, au plus tard, le projet Un citoyen, un ordinateur, une connexion Internet.
C'est un projet qui pour nous est capital. Au-delà de tout ce qui est en train d'être fait aujourd'hui pour déployer de la fibre, pour former des gens, pour encourager la production de contenu, il faut absolument que nous arrivions à créer les conditions d'accès au terminal. Au terminal par un smartphone, par un téléphone simple, par un ordinateur, et que nous arrivions à le faire aussi bien individuellement que collectivement. Cela reste un vrai challenge. Cela reste un vrai challenge, je dois dire. Dans notre pays, il faut savoir qu'il y a aujourd'hui 21 millions de téléphones mobiles, d'abonnements à la téléphonie mobile. Mais nous arrivons difficilement aujourd'hui à dénombrer plus de 500 000, 700 000 ordinateurs. Il y a un vrai gap qu'il nous faut rapidement combler pour permettre que tout ce qui est en train d'être fait ait un sens. Si nous construisons des autoroutes et qu'il n'y a pas de voiture là-dessus, ce serait un échec pour nous tous. Donc, en même temps que nous construisons les autoroutes, il faut que nous créions les conditions pour permettre la circulation sur ces autoroutes-là. Et parmi ces conditions, il y a cet aspect accessibilité sur lequel nous allons très fortement travailler dans les prochaines semaines. La régulation du secteur postal, M. Oké en parlait tout à l'heure, devrait être résolument engagée. Et le service universel postal devra être rapidement rendu opérationnel. Là aussi, il s'agit d'un vrai challenge, il s'agit de clarifier les règles de fonctionnement du marché en faisant en sorte qu'il y ait un opérateur officiellement désigné pour assurer donc ce travail, cette mission de service universel postal. Il a été dit que sur les 7 ans, à partir de 2013, ce serait la Poste de Côte d'Ivoire. Donc il s'agit de faire en sorte que cela soit dans la réalité. Il s'agit de faire en sorte que tous les acteurs informels, aujourd'hui de ce secteur, soient mis au pas. Mis au pas, ça ne veut pas dire qu'on arrête leur activité, mais ça veut dire qu'on fait en sorte qu'ils fonctionnent conformément à nos lois et à nos règlements. Nous allons effectivement rendre l'activité de la Poste, comme je l'ai dit tout à l'heure, au minimum équilibrée, sinon même bénéficiaire. Nous sommes en mesure de le faire dès cette année 2015. Nous savons les difficultés qui restent, les difficultés, en particulier celles qui concernent la restructuration des effectifs. C'est un vrai sujet sur lequel nous continuons d'attendre là un support de l'État. Et en vous priant de continuer à travailler comme vous l'avez si bien fait jusqu'à maintenant. Les challenges devant sont plus nombreux que ceux qui sont derrière. Donc, gardons la vigilance, gardons la motivation et l'engagement pour continuer la marche en avant vers l'émergence en 2020 souhaitée par tous les Ivoiriens. Bonne et heureuse année 2015 à tous et à toutes. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.